Nos chers amis américains. Pourquoi ce titre empli d'ironie? Il part d'un simple constat. Depuis des décennies, et principalement après la Seconde Guerre mondiale, les Américains se sont déclarés, inventés comme les chevaliers des vertus démocratiques. Il semble donc que les représentants de ce peuple, passés de l'état barbare à décadent sans avoir connu de civilisation, soient seuls juges de la valeur des régimes dans le monde, arbitres suprêmes du bien et du mal, jusque dans les pensées intimes relevant de la sphère domestique. Pour comprendre l'origine de ce déterminisme, il fallait remonter à la création non pas des États-Unis, mais bel et bien des premières colonies d'Amérique. Comment ce peuple, qui n'a qu'une histoire de 2 siècles, est-il parvenu à contrôler la politique mondiale de nos jours? En quoi ces idées de liberté et d'égalité peuvent être considérées comme fallacieuses et iniques au vu des différents éléments de l'histoire, sciemment occultés par les élites depuis la création des États-Unis? Pourquoi ce pays est-il devenu le chantre du mondialisme, gouverné par des gens élus par personne, au nom des valeurs démocratiques? Cette modeste étude en appellera d'autres, c'est précisément l'espoir de ceux qui l'ont faite. Épisode 1. Des origines à l'extermination des Indiens. Juste avant, pour rappeler comment s'est fait peupler l'Amérique, on commence déjà, pour faire une petite introduction, à 50 000 avant Jésus-Christ. Les Américains, en tant que tels, ils ont été colonisés par les Asiatiques, suite à diverses glaciations qui ont lieu aux alentours de moins 50 000. Et ils sont tous donc ils sont passés par le détroit de Bering, c'est le détroit qui se trouve entre l'Alaska et la Russie. Et ils sont petit à petit colonisés l'Alaska, ils sont descendus vers le Canada, puis petit à petit vers l'Amérique du Nord, Amérique du Central, Amérique du Sud. Donc ces Indiens qui vont arriver, ils vont vivre vraiment en symbiose avec la nature, avec leur biotope naturel. Et petit à petit, en fait, ils vont coloniser. Chacun va diversifier à travers la culture, que ce soit après les Mayas, les Toltecs, après les Aztèques, les Incas. Et petit à petit, il y a quelques Européens audacieux qui vont commencer à naviguer à travers l'océan. Et les premiers qui vont commencer à faire ça, ce sont les Vikings. Ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, ce sont bien les Vikings. Alors le chef qui a découvert l'Amérique, il se nomme Leif Erikson, donc c'est le fils de Éric le Rouge. Et il a atteint l'Amérique aux alentours de l'an 1000, 900, entre 900 et 1000. Il n'y a pas de date exacte, même si l'archéologie a découvert petit à petit que ça s'est situé vraiment entre 900 et 1000. Donc ces Vikings, ils vont arriver sur la Terre-Neuve. L'endroit exact, c'est Lance Meadows, c'est sur la Terre-Neuve, donc c'est l'île qui est juste avant le Canada. Et ils vont commencer à se développer sur un petit siècle, ils vont développer du commerce avec les Indiens. Ils vont, surtout principalement la fourrure, la graisse de phoque, etc. Et en fait, ils vont s'en aller de cet endroit parce ils vont s'opposer aux Amérindiens et ils vont petit à petit vers des guerres entre les deux, et ce qui va forcer les Vikings à rentrer chez eux. Alors ils vont continuer certains commerces surtout au niveau du Groenland avec les Inuits, et principalement sur la Grèce. Donc ensuite, bien sûr, on arrive à Christophe Colomb, 1492, qui va découvrir l'Amérique suite à un voyage un peu impromptu, c'est-à-dire qu'il va vouloir aller aux Indes. Il cherche une nouvelle route des Indes. On cherche une nouvelle route. Il va se retrouver sur les premières îles, Bahamas, Cuba, et San Salvador et Haïti. Et suite à donc il va faire 4 voyages, et petit à petit, il y a des forts qui vont se construire, des premières petites colonies qui vont se situer sur les îles, donc que sur les Antilles, si on situe, c'est entre Cuba et ça va descendre jusqu'à la Martinique environ. Voilà. Donc de là, Christophe Colomb, il va rentrer, il va présenter des Indiens on cherche quand même un peu la fortune quand même, parce qu'il faut financer ces grandes expéditions. Christophe Colomb cherchait la route des Indes, une route plus économique, on va dire. Plus sûre, plus courte, pour éviter le cap de Bonne-Espérance. Et donc, et bien entendu, parce que l'Inde, c'était un trésor par les épices, et par le commerce qui se pratiquait avec l'Inde. Donc, à son retour, Christophe Colomb, il ramène rien, on va dire. Il ramène des Indiens, ce qu'il appelle des Indiens, et qui ne sont pas des Indiens, puisque on les appellera plus tard les Américains à cause d'Americo Vespucci, qui a découvert, lui, on va dire, la partie nord-américaine, un peu plus tard, et c'est pour remercier, je veux dire, en hommage à Amerigo Vespucci, que le premier auteur a nommé ce pays l'Amérique. America.
Voilà. Donc c'est là où d'autres navigateurs vont commencer à se lancer, hein, puisque les autres monarchies, qu'elles soient françaises dans un premier temps et anglaises dans un second temps, qui vont lancer des navigateurs pour s'approprier des terres en Amérique. Alors ils vont se situer principalement en Amérique du Nord, parce que les Espagnols, ils vont commencer à rentrer vers le Mexique, redescendre suite avec tous les conquistadors, que ce soit Cortés qui va commencer à conquérir les Aztèques, qui va même détruire les Aztèques, puis Pizarro qui va redescendre vers les Incas dans les Andes et qui va également détruire toute cette culture. Christophe Colomb n'avait pas compris qu'il avait découvert un continent, alors qu'Amerigo Vespucci a compris qu'il y avait des terres immenses et qu'il avait affaire... Parce que lui, il a longé les côtes aussi. Voilà. Contrairement à Christophe Colomb. Voilà, donc lui, il a compris qu'il avait découvert un continent. Donc, on débute ce XVIe siècle, ça fait un bruit énorme historiquement, cette découverte de l'Amérique, parce que maintenant c'est avéré, ils savent que la route est d'abord beaucoup plus courte que les Indes, déjà, les temps de voyage, à l'époque, je crois que Christophe Colomb a mis 3 mois pour traverser, a mis 3 mois pour traverser. Partant de là, Christophe Colomb, lui, était un peu on va dire un illuminé, il voyait la civilisation avancer, lui il a pensé d'abord dans un premier temps à faire christianiser un continent, on va dire, hein. Lui il a amené le christianisme, c'est la première chose qu'il fait, il plante une croix quand il arrive. Les Espagnols plus pragmatiques ont commencé à chercher de l'or et de l'argent, et ils vont en trouver énormément d'ailleurs, ils vont trouver des richesses extraordinaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? On remonte les Français, donc, en ce XVIe siècle, on arrive, donc les Espagnols s'occupent du sud de l'Amérique, et arrive, donc Jacques Cartier, 1534, qui lui commence à ouvrir une route qui est la route du Québec, n'est-ce pas? Et donc les Français s'installent. Il va s'installer d'abord sur les rives du Saint-Laurent, et petit à petit, grâce à des Indiens avec lesquels ils vont passer des pactes, des alliances, il va commencer à remonter le Saint-Laurent pour remonter plus lointain vers le Québec et donc vers ce qu'appellera le Canada après. Ce qui s'appellera le Canada. Il faut savoir que les Espagnols étaient remontés très haut, puisqu'ils occupaient ce qui est aujourd'hui le Texas, l'Utah, tout le sud de l'Amérique était sous domination espagnole. Le nord était sous domination française, et on voit arriver donc les Anglais très tard, ils arrivent très tard. Donc il y a Jean Cabot qui est arrivé, donc un Florentin qui a été payé par la reine d'Angleterre à cette époque pour remonter vers l'Amérique pour commencer à s'implanter, parce qu'ils se rendent compte que petit à petit, mine de rien, il y a peut-être des richesses à se faire. Voilà. Donc ils envoient des premiers navigateurs, et on voit que les premières colonies vont commencer à s'installer. Alors ça va être compliqué l'installation des colonies, parce qu'à chaque fois qu'ils créent un fort, ils vont se faire attaquer par les Indiens. Ils vont se faire détruire leur fort quasiment à chaque fois. Avant qu'il y ait les guerres coloniales qui commencent entre Espagnols, Français et même Hollandais. Hein, parce que New York, à la base, c'est Nouvelle-Amsterdam. Hein, c'est des Hollandais qui l'ont créé. Absolument. Donc pour pouvoir s'implanter, les Anglais vont commencer à créer une politique de colonisation, et ce qui va s'appeler les Indentured Servants, donc jusqu'aux années 1660, ils vont financer des voyages par les plus pauvres des Anglais. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux plus démunis de travailler pour la couronne d'Angleterre entre 4 et 7 ans, des travaux un peu fastidieux, hein, que personne ne veut faire. Puis personne ne veut y aller. Et de là, ils vont leur dire, écoutez, maintenant vous avez carte blanche pour vous installer en Amérique, ok. Et de là, vous aurez le droit de vous approprier les terres que vous voulez. Donc on leur promet quelque part de devenir des propriétaires, alors qu'avant, c'était pas des serfs, parce que c'était pas forcément comme ça fonctionnait, mais ils avaient quand même une position très compliquée au niveau de... Disons que pour comprendre ce qui peut attirer à l'époque des populations, des gens, des aventuriers sur les pays, il faut savoir que depuis la création de la monarchie française, ça a toujours été ce qui a créé souvent la chevalerie, c'est la conquête de terres, puisque les terres étaient nobiliaires. Donc il fallait conquérir une terre, et ça donnait, je dirais, de la noblesse. C'est une reconnaissance héréditaire, puisque la noblesse se transmettait de façon héréditaire. Donc ça a été le seul moyen qu'ont trouvé, eux, les Anglais. Du côté espagnol, ils avaient trouvé des richesses dans le sud, hein, faut quand même le dire, puisque peu de gens le savent, mais la plus grande ville au monde au XVIIe siècle se trouvait au Pérou, c'était Potosi. Potosi. Du côté de l'Amérique du Nord, malheureusement,
on n'avait strictement rien trouvé, si ce n'est des Indiens. Et c'est là que vont s'installer, pour une autre raison, à ce moment-là, les Britanniques, parce qu'il y avait un commerce qui était florissant et que détenaient les Espagnols, c'est le commerce du tabac. Donc pour en revenir à ça, il y a une anecdote qui est assez sympathique, c'est celle du Mayflower. C'est-à-dire c'est un groupe de personnes anglais qui partent de Plymouth et qui sont censés aller, pareil, coloniser l'Amérique. Et dans ce bateau, en fait, ce qui est assez marrant entre guillemets, c'est que on va retrouver ce qu'on appelle les pères pèlerins, les Pilgrim Fathers, et qui vont s'installer dans le Massachusetts et qui vont développer une ville qui Plymouth. Alors ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que quand on cherche un peu, on retrouve, selon la légende bien évidemment, que plusieurs présidents américains seraient des descendants directs des Mayflower. Des Mayflower. On parle de John Adams, on parle de Zachary Taylor, Ulysse Grant, James Garfield, qui a été important quand on en reparlera au 19e siècle, de George Walker Bush et de Herbert, celui qui est en 1924, et après donc la famille Bush en général. Et de là, en fait, ces gens, à partir de 1620, donc les Anglais, comme tu as dit, ils vont commencer à s'intéresser à un commerce qui va fleurir petit à petit, qui a été commencé par les Espagnols, mais qui va être repris surtout par les Anglais, dans une moindre mesure les Français, c'est le tabac. Le tabac. Alors seulement pour pouvoir mettre en place ce type d'agriculture, il faut des espaces énormes. Oui. Et il faut beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre. Donc c'est là qu'on va commencer à mettre en place ce qu'on appelle le commerce triangulaire, la traite négrière, pour faire plus simple. Et c'est là qu'on va commencer à aller, les bateaux européens, anglais, français, portugais, espagnols, qui vont s'aller directement en Afrique, commercer avec des tribus africaines pour pouvoir implanter de l'esclavage au niveau de l'Amérique. Alors les Portugais vont aller au Brésil, Français vont plus aller dans les îles, d'accord, et les Anglais donc dans les premières colonies, en Virginie, Massachusetts, Caroline, qui là on va commencer à créer ces grandes exploitations de tabac. L'Amérique commence à se constituer, c'est-à-dire, en fait, on va commencer à voir que l'Amérique va être constituée d'un agrégat de peuples, des Irlandais, des Allemands, des Français, des Anglais, dans un premier temps. Après, il y aura les Russes, il y aura des Chinois, il y aura des Japonais qui vont venir petit à petit s'installer. Donc c'est pour ça, quand on introduit, en introduction, tu disais que les Américains, en fait, est-ce que c'est vraiment un peuple en tant que tel, avec une histoire, une culture? Oui et non. Alors on va plus développer, pour le nom, on va plus expliquer qu'en fait, les Américains, ils vont en fait se souder, ils vont se souder à travers une certaine tradition où ils vont se penser donc une forme de peuple élu qui va être censé apporter. Alors ça va se développer après que la guerre d'indépendance, on reviendra après, mais qui vont se développer de peuple élu, d'être supérieur. Cet élitisme, cette espèce de forme d'élitisme que on reconnaît aujourd'hui, qui est bien connu, c'est ce qu'on appelle les WASP, quoi. Mais à l'origine, il faut savoir que donc cette conquête de l'Amérique arrive en pleine guerre de religion. Donc il y a énormément de protestants. Alors à l'époque, il y avait parmi les protestants, on est en pleine, il y a un renouveau mystique assez curieux, on va dire, avec des recherches sur les écritures anciennes, la Kabbale, l'alchimie, les Rosicruciens. Il y a tous cette espèce d'illuminisme qui est déjà assez important en Allemagne. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a énormément de ces illuminés allemands. Des sectes allemandes. Des sectes qui étaient, oui, on va dire des sectes. Je veux dire, bon, les gens connaissent aujourd'hui les illuminés de Bavière, mais c'est qu'une partie. Effectivement, au départ, on va dire que l'Amérique du Nord est principalement peuplée au nord de protestants, enfin là où sont les Anglais, c'est des protestants, où va d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va retrouver bien plus tard les baptistes, les mormons, les quakers, il va y avoir tout un mélange. Donc, tout ce mélange de gens, malgré tout, a une culture et qui va beaucoup plus s'affirmer à partir du moment où on va voir le développement de la franc-maçonnerie qui sera plus tard, où il y a un culte de l'initié, quoi, hein, c'est-à-dire, et c'est le culte de l'initié qui fait que on est supérieur parce qu'on a quelque chose de supérieur. Donc, pour l'instant, nous sommes au départ de cette création américaine, donc c'est un creuset, et en plus il y a un autre problème qui se pose sur la partie, on parle de la partie anglaise, hein, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes.
il n'y a pas beaucoup de femmes, mais l'anglais ne se mélange pas. Ça va être la grosse différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Donc en fait, les Français, eux, ils vont mener une politique un peu de métissage, on va dire. En fait, ils vont décider pour s'approprier les lieux, pour pouvoir vivre correctement dans ces lieux. Ils vont comprendre que les Indiens, ils avaient quand même une culture assez ancienne, donc ils vont essayer de copier les Indiens pour pouvoir justement pratiquer une agriculture saine qui va permettre de se développer. Donc ils vont en fait encourager les Français, les soldats, à se marier avec des Indiennes. Donc créer une sorte de métissage, créer une culture, on va dire, américo-française, pour parler un peu... Ce qu'on nous conseille de faire aujourd'hui, en fait, il n'y a rien de neuf de tout ça. Ce qui est important, c'est qu'ils vont créer aussi ces alliances militaires, c'est-à-dire que les Français vont s'allier avec les Hurons, d'accord, qui se retrouvent au Québec, et les Anglais plus au sud vont s'allier avec les Iroquois. C'est là où vont commencer vraiment les guerres franco-anglaises, qui vont être assez destructrices dans un premier temps pour les Français et pour les Indiens aussi. Pas trop pour les Anglais. Mais bon, il y aura des morts quand même. Mais ils s'en sortent bien. Mais en fait, donc, de ce qui va se passer, c'est que petit à petit, donc, les Anglais et les Français vont s'affronter. 1713, il y a un premier traité qui est signé entre les Français et les Anglais, qui est le traité d'Utrecht, où les Français reconnaissent en fait les premières colonies anglaises. Et à partir de là, les Anglais vont commencer à s'imposer petit à petit parce qu'ils vont bien comprendre qu'en fait, il y a beaucoup à gagner en Amérique du Nord. Donc on va arriver petit à petit, des petites guéguerres entre les Indiens, les Hurons, ils vont se faire massacrer petit à petit. Voilà, bon, on signale quand même que l'Angleterre n'est pas beaucoup allée se frotter au sud avec les Espagnols, qui étaient quand même une puissance militaire importante quand même à l'époque. Donc le gros des escarmouches, on va dire, des guerres, va être entre Français et Anglais, particulièrement. Et c'est là qu'on va arriver à la guerre de 7 ans, parce que il y a un gros commerce qui existait en fait, que ce soit le commerce de fourrure, la pêche à la morue, qui quand même mine de rien, qui est assez lucratif aussi. Quand on parle aussi de la guerre de 7 ans, pour certains historiens, c'est un prémisse de la Première Guerre mondiale, parce qu'en fait, la guerre de 7 ans, on se bat en Amérique, mais on se bat également en Europe. C'est-à-dire que il y aura des alliances qui vont se nouer en Europe entre les Français, qui vont se battre avec les Autrichiens contre les Allemands, les Anglais qui vont essayer de mener une guerre pour essayer de... c'est un peu les prémices un peu du maquis. C'est ce qu'on appelle la triple alliance ou la triple entente. C'est-à-dire qu'on commence à créer des alliances d'engagement tacite en cas de guerre, quoi. Et donc on va voir forcément les pays s'entre-déchirer. Mais disons que on voit très bien que les alliances à partir de ce moment-là se font plutôt entre catholiques contre protestants, entre protestants contre catholiques. Il y a déjà une scission très importante. Mais ce qui est important, à partir de ce traité, le traité de Paris en 1763, qui sonne donc la fin de cette guerre de 7 ans, les Anglais vont battre les Français. C'est-à-dire que les Français vont quasiment disparaître de l'Amérique du Nord. Il restera quelques forts au Québec. Mais ce qui est important, c'est que les Anglais, ils vont imposer à partir de ce moment-là cette culture un peu, on va dire, de WASP, les êtres élus, c'est à partir vraiment de ce moment-là, on y reviendra après. Mais ce qui est à noter, c'est qu'à partir de ce moment-là, où les Anglais s'étaient alliés avec les Iroquois, ils vont décider, on n'a plus besoin des Iroquois, c'est-à-dire qu'ils vont commencer la destruction des Indiens, ils en ont plus besoin, ça ne leur sert plus à rien, ils sont installés, ils sont prêts maintenant à installer leur type de monarchie, leur business, disons que leur business. De toute façon, les Anglais, pourquoi on les appelle la perfide Albion, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à les appeler comme ça, parce qu'on sait très bien que quand on signe un traité avec les Anglais, il y a fort peu de chances qu'ils soient respectés. On en reparlera peut-être dans les guerres indiennes et les traités qu'ils ont signés. Ils ne respectent jamais. Voilà. Donc, mais il faut quand même préciser qu'on arrive à cette date-là. Donc, la langue parlée dans ce qui est encore que le début de l'Amérique, puisque je crois qu'ils ont 13 États à l'époque à peu près. C'est les 13 colonies. Les 13 colonies, c'est la langue dominante, c'est la langue anglaise, et c'est la langue qui va s'imposer, c'est la culture anglaise, c'est pour donner à peu près un ordre d'idée de la vision que peut avoir les Anglais vis-à-vis de ce que sont les Indiens. Il faut quand même savoir que, par exemple, au début du XXe siècle, les Anglais allaient à la chasse à l'arborigène en Australie, c'est-à-dire comme des animaux. Ils chassaient les aborigènes comme des animaux.
Donc, et on est au début du XXe siècle. Donc il faut quand même bien comprendre l'esprit qu'ont ces gens vis-à-vis de ce qu'ils appellent, je dirais, les indigènes, ou plus précisément, ils les considèrent comme des animaux, quoi. On se retrouve avec ces 13 colonies, ils se sont débarrassés des Français, hein, c'est terminé. Nous, à l'époque, d'ailleurs, il y a la phrase célèbre, on ne va pas se battre pour quelques arpents de neige. La Louisiane, ouais. Voilà, l'Acadie, la Louisiane, il reste quelques petits morceaux, et la France était en même temps un pays à ce moment-là qui cherchait même une unité, un territoire national, puisque la première État-nation, c'est et reconstituer en fait la carte de France telle qu'elle était à la mort de Clovis, on va dire. Voilà. Donc c'était même plus grande à cette époque-là déjà. Voilà. Donc les Français, ils s'occupaient de leurs précarés. N'étaient pas des très grands commerçants, très mauvais businessmen. Ils n'ont pas un plan business comme on dirait aujourd'hui, et ce mercantilisme, je veux dire, qui faisait partie un petit peu de la gène, des gènes de cette Amérique naissante. On va la retrouver, et elle va se retrouver dans tous les business que vont faire les Américains. Ils seront imprégnés de cet esprit anglais, d'une part, anglais, qui est un esprit particulier. Quand des gens vivent sur une île, ils ont forcément un esprit particulier par rapport à leur ravitaillement, par rapport à leurs besoins, par rapport à leur défense, qui va se transmettre, je dirais, à ce peuple américain qui, lui, vis-à-vis de ces terres qu'il y a et de ces gens qui les habitent, vont se dire que leur précaré est finalement trop petit. Donc ils vont pousser. C'est de là que commence à naître l'esprit du capitalisme. Qu'est-ce que le capitalisme? On part d'une propriété, on essaie toujours d'agrandir, de s'agrandir, quitte à détruire ce qui est en face de soi. C'est-à-dire que les Indiens, ils vont subir un peu cette idéologie. D'ailleurs, le capitalisme, on sait très bien que c'est une notion qui est née à partir de la Réforme. Les premiers penseurs en économie capitaliste sont issus de la Réforme. Vous avez donc toujours le Sud, on va dire, où les Espagnols, eux, ont pratiqué une colonisation, mais se sont mélangés avec les peuples d'Amérique du Sud, et eux, ça a été assez compliqué, et ça a fini par leur retomber dessus, puisque ces énormes quantités d'or et d'argent, mais ça on le verra sur un autre sujet, qui a provoqué même, on va dire, la ruine de l'Espagne. Voilà, donc, mais ça c'est un autre sujet qu'on traitera plus tard. Et donc eux, en Amérique du Nord, on arrive donc à ces 13 États qui sont sous dominion anglais, quoi. C'est les Anglais, ça leur va très bien, ces nouvelles colonies, ils touchent des taxes. Et puis surtout, ça attire vraiment encore beaucoup de monde, hein. Jusqu'en 1907, enfin c'est l'année où il y a le plus de nouveaux arrivants. En 1907, il y a 1 300 000 personnes qui arrivent aux États-Unis. Donc cette période de 1600, donc du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, il ne cesse d'arriver des nouveaux arrivants. Oui. Mais pour ces nouveaux arrivants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une terre. Ils veulent une terre. Ils veulent de la terre. Donc c'est ça qui va aussi engendrer le fait qu'on va pousser toujours plus loin, plus loin. La conquête du Far West, c'est ça. Il faut de la place. Il faut des nouvelles terres. Il faut prendre la place à quelqu'un. Quelle tradition ils vont mettre en place pour se sentir toujours un peu dans cet état d'esprit de supériorité? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont fonder leur idéologie sur leur fait d'être supérieurs. C'est-à-dire que ce soit les Indiens ou les Noirs, ils vont nous servir. Et quand on n'a plus besoin d'eux, soit on les extermine, soit pour les Indiens ou pour les Noirs, on va les utiliser à d'autres, on va les utiliser jusque dans le fin 19e dans les champs, et puis après on va l'utiliser autrement. On reviendra dessus après. Donc, pour bien expliquer quand même que cet esclavagisme, qui est quand même l'un des premiers grands génocides. Alors, on n'a pas le droit de dire génocide, hein. Les historiens nous disent qu'on ne peut pas dire génocide, on peut parler d'ethnocide pour les Indiens, et pas de génocide parce que, d'après certains historiens, on ne peut pas dire génocide parce que, en fait, tout ce commerce n'était fait que pour gagner de l'argent. Donc, quand on gagne de l'argent, on ne parle pas de génocide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en place d'une politique qui était censée détruire les Noirs. Bon, après, j'ai cité quelques exemples qui pourraient amener à penser le contraire. Donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que quand les Noirs, ils arrivent dans les grandes plantations, canne à sucre ou tabac principalement, il y a quand même une forme de déshumanisation et ils vont subir la théorie de la race supérieure. Ça commence aussi ici, hein.
Donc cette théorie de race supérieure va être un peu le dénominateur commun de tous les Américains. Et c'est pour ça que les Noirs, ils vont vivre dans des univers concentrationnaires, c'est-à-dire qu'on va les parquer dans des endroits, ils vont vivre dans des endroits où ils vont être regroupés entre eux, on va les lever à 4 heures du matin pour commencer à travailler, on va leur donner à manger le soir. Enfin, on va leur donner à manger le soir. Je vais expliquer même comment ça se passe. Ils avaient des aliments pour une semaine. C'est eux qui devaient gérer leur alimentation. Donc vous comprenez bien que vu le peu qu'ils avaient, et tout était calculé pour les planteurs, ils calculaient en fait les rations suffisantes pour qu'un homme puisse travailler. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, ils avaient plus trop à manger sur la fin de semaine. Donc déjà, on ne nourrissait pas forcément les esclaves correctement. Les chevaux étaient mieux traités. Il faut quand même le dire. Les chevaux étaient mieux traités, ils étaient mieux logés, mieux nourris et mieux traités. Donc ces types d'asservissement et de sévices vont continuer, hein, mais c'est un peu leur mentalité hein, qui va continuer comme ça hein, jusque presque de nos jours. Hein. On pourrait citer encore quelques peuples en Amérique qui sont même pas reconnus. Hein. Les Indiens n'ont été reconnus que très tardivement à l'ONU. Hein. C'est qui a quand même vexé l'establishment américain à un moment donné. Hein. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas blanc est considéré comme une marchandise. Donc avant tout, on essaie de faire des affaires, on est là pour le lucre, pour tout ce qui rapporte de l'argent. Donc tout ce qui rapporte de l'argent est une justification suffisante pour mener l'esclave. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait croire, on a une forme de propagande qui est mise en place pour faire croire que les Noirs, faire croire aux Noirs qu'ils sont là pour ça. Ils sont sur Terre pour servir. C'est-à-dire que eux, ils ont ce statut-là, ils l'auront toujours. Ils sont esclaves, ils resteront esclaves parce qu'ils sont inférieurs. Et tout ça, dans les plantations, il y avait des gens qui servaient à ça, qui leur expliquaient, de toute façon, vous êtes là pour ça, vous devez servir qu'à ça. Faut noter aussi, à cette époque-là aussi, parce que il y a eu également des hommes noirs libres en Amérique. Il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés, mais la vie était pire peut-être que celle d'esclaves, parce que ils avaient, mais la ségrégation qu'on a vue au temps de Martin Luther King, c'est rien à côté de celle qu'il y avait d'un homme libre noir en Amérique à l'époque. Il risquait à tout instant d'ailleurs de se faire reprendre et retourner dans les chaînes. Hein. C'était très compliqué, quoi. Et en plus, pour amener les Noirs à penser ça, on les faisait participer à tous ces sévices. C'est-à-dire qu'on nommait des Noirs, un peu comme dans les camps de concentration juifs, on nommait des gens pour surveiller, quitte même à faire des blâmes, c'est-à-dire à fouetter ou plein de choses comme ça, entre eux. C'est-à-dire qu'on les forçait à participer à cette forme de déshumanisation qui va continuer comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors on pourrait citer d'autres exemples, c'est-à-dire que il y avait des planteurs qui pour s'amuser entre guillemets lâchaient les chiens pour les entraîner à chercher les Noirs qui fuguaient entre guillemets, qui essaient de partir. On détruisait les familles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait des nouveau-nés, on les enlevait à leur mère pour éviter qu'il y ait des liens trop forts qui se tissent, et de cette façon on évitait les rébellions. Et comme ça va durer comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on laissait les Noirs, entre guillemets, c'est dramatique, c'est terrible à dire, oui, se reproduire, mais à la même manière qu'on fait aujourd'hui avec les poules, avec les animaux, c'est-à-dire c'est exactement la même chose. On prenait les plus forts. Voilà. On prenait des étalons. Voilà. On les considérait comme ça. Voilà. On est obligé de citer des choses qui sont quand même très dur à dire, mais malheureusement, il faut le reconnaître. Et puis au titre de personnes du genre humain, c'est quelque chose d'absolument abominable, quoi. Même les Romains n'ont pas fait ça, quoi. Disons que le meurtre, quand c'était des Noirs, était légal. On avait le droit de tuer des Noirs. Quand on était propriétaire, on avait le droit de tuer des Noirs. Voilà. Et il faut savoir que des statistiques ont été faites. On évalue à peu près qu'au bout d'un an, l'esclave était remboursé. C'est-à-dire que c'était plus facile. Il était rentabilisé. Voilà, on pouvait après s'en servir. Son prix d'achat. Il y a même des anecdotes qui sont citées. Je pourrais vous montrer un livre. C'est celui-là qui est excellent, qui parle justement de la condition des Noirs et un peu des Indiens, qui est écrit par une Rosa Amelia Plumel, Uribe. C'est une avocate colombienne qui a écrit sur la condition donc des Noirs et des Indiens de 1492 à nos jours, et qui explique très bien cette condition. Elle a fait beaucoup de parallèles entre les camps de concentration juifs et les camps de concentration des Noirs dans les plantations, pour bien expliquer que malgré tout, même si les historiens ne parlent pas de génocide, mine de rien, quand on se rend compte de tout ce qui était fait à ces gens, qu'on les a déshumanisés, qu'on les a considérés comme des animaux, voire pire que comme des animaux,
il y a un moment donné, on a le droit de parler de génocide. Les grands-pères fondateurs, d'ailleurs, vous prenez George Washington, il avait 307 esclaves. Je dis bien 307 esclaves. Bon, je veux dire, employer le mot de liberté, d'humanisme, etc., je pense que, bon, d'aucuns diront qu'effectivement, il les a libérés à sa mort. Il les a affranchis, entre guillemets. Bon, mais il les a utilisés toute sa vie. Hein. Moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bref, on passe, on continue. Donc, la tradition raciste, ça va être un peu le ciment de cette société américaine, que ce soit au niveau de la cohésion sociale ou de l'élément unificateur. C'est-à-dire qu'ils vont créer une société racialisée, dans le sens où ils vont construire toute la démocratie, le rêve américain, sur ces bases. Et au fil du temps, les élites ils vont continuer à nourrir cette tradition, c'est-à-dire le sentiment de haine envers les Noirs, envers les Indiens, ou envers tous les peuples qui ne sont pas de tradition blanche. Ça va beaucoup plus loin que là, puisque quand on voit leur théorie de Malthus, je veux dire, il est bien évident pour les Américains que le malthusianisme s'applique, je dirais, comme le fait Bill Gates aujourd'hui, vers les races inférieures. Oui, après, c'est tout c'est-à-dire que le contrôle de la démographie, le contrôle des naissances, voilà, etc. C'est cette obsession de maintenir une race supérieure et de plus ou moins contrôler l'eugénisme, c'est le contrôle des races inférieures qu'on veut pratiquer en Asie à travers toutes les nombreuses fondations de Rockefeller, de Bill Gates, etc. Et que comme ils feront en entre-deux-guerres, où ils feront des tests sur les Noirs, notamment à New York, financés par la fondation Rockefeller, pour voir de quelle façon on allait pouvoir contrôler leur naissance, leur fertilité. Voilà. Donc cette tradition raciste... Donc cette tradition raciste va même se perpétrer après la guerre de sécession. On reviendra sur la guerre de sécession tout à l'heure. Mais néanmoins, malgré tout, la victoire des abolitionnistes, c'est-à-dire de ceux qui ne voulaient plus de l'esclavage aux États-Unis, il va se créer des lois qui portent un nom, les lois Jim Crow, qui seront la base de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à partir de ces lois qui commencent en 1876 et qui dureront jusqu'après Martin Luther King, qui vont bien mettre en place cette façon de dire que dans l'écart, il y a des places pour les blancs, il y a des places pour les noirs. Le droit de vote, il est limité. Et ce qui va aussi permettre la création d'un mouvement, hein, le Ku Klux Klan, qui va être mis en place par Albert Pike, le franc-maçon du 33e degré, qui va impulser encore plus l'illuminisme aux États-Unis. Et tout ça, encore une fois, c'est ce qui est encore le ciment de la société. C'est-à-dire que on va, même après la guerre de sécession et tout, normalement, les lois abolitionnistes, le meurtre légal des Noirs sera autorisé. C'est-à-dire que, principalement dans les régions du Sud, quand on lynche un Noir, c'est pas grave. Donc on peut même citer un fait, hein. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, on autorise des membres du Ku Klux Klan à défiler dans les rues, alors que l'on sait très bien tous les crimes qui sont perpétrés par ces gens, leur idéologie. C'est comme si nous, en France ou en Allemagne, on autorisait des néo-nazis à défiler en réclamant encore la peau des Juifs. Voilà. C'est du même acabit. C'est exactement la même chose. Toute cette tradition raciste ou d'être supérieur, ça va se perpétrer en France, en Europe plus globalement, bien sûr. Et ça amènera à ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. C'est la même chose, c'est la même idéologie qui amènera à tous ces penseurs de dire qu'il y a des races supérieures et des races inférieures, qu'on ait le droit de tuer des gens parce qu'ils sont de race inférieure, ou supposés inférieure, bien sûr. Dans tous les cas de figure, il est certain que cet esprit ne relève non pas du racisme, parce que c'est pas une question de racisme, c'est-à-dire que c'est une question de suprémalisme, c'est-à-dire des gens se croient supérieurs. Et cet esprit était déjà insufflé depuis très longtemps dans l'histoire à travers les gens du temps de la gnose qui se disaient initiés, c'est-à-dire ils se prétendaient supérieurs en fonction d'une initiation, chose que l'on retrouve aujourd'hui et qui a été amplement diffusée dans les principes maçonniques, où on voit qu'ils ont ce qu'ils appellent des initiés, des grades, c'est-à-dire que alors si on est en franc-maçonnerie, on est déjà au-dessus du vulgum pecus, et dans la franc-maçonnerie, on doit s'élever sur 33 grades, bien entendu, et on constatera quoi ?
que pratiquement tous les présidents des États-Unis, tous les responsables, etc., sont des hauts gradés de la franc-maçonnerie, comme Albert Pike qui était 33e degré. Alors après, le ritualisme, on ne va pas se perdre là-dedans, mais le phénomène... Le paladisme. Voilà. Juste pour citer ce que c'est de la noce, c'est du paladisme, c'est de la superstition, c'est tout ce qu'on veut. Mais quand on en arrive à décider, à parler de racisme, il faudrait déjà penser, mais est-ce que ce n'est pas plutôt des gens qui s'estiment supérieurs, mais supérieurs forcément même par rapport aux gens qui sont de la même condition de race ou de religion, etc. Donc la plaie que personne ne veut ouvrir, c'est est-ce qu'on peut autoriser des gens à se réunir en s'estimant supérieurs à d'autres. Donc on va revenir maintenant sur cette tradition de gens supérieurs. Cette tradition raciste va amener à la première, ce qu'on va appeler l'espace vital. Hein. Ça va être aussi la base de la conquête du Far West. Qu'on disait tout à l'heure, on a besoin d'un espace pour s'agrandir, pour s'enrichir. Donc toujours le but du lucre pour pouvoir s'émanciper. Donc ceux qui vont être victimes de cette conquête d'espace vital, c'est bien évidemment les Indiens. D'accord ? Il y a des études qui avaient été faites principalement à la fin du 20e, fin du 19e, début 20e, comme quoi il y aurait environ environ 1 million d'Indiens qui auraient été exterminés suite à cette conquête du Far West. Alors on va pas revenir sur toutes les étapes, bien sûr, des guerres indiennes hein, qui ont duré plus d'un siècle. Officiellement, il n'y a jamais eu de guerre déclarée contre les Indiens, jamais. Il y a eu 400 traités de paix, ou traités divers, territoriaux, qui ont été signés au nom des États-Unis d'Amérique, du président, du Congrès, etc. Les Américains, on va les appeler comme ça à partir de maintenant, n'en ont pas respecté un. Voilà. Voilà. Pas un traité qui n'a été respecté. Sur 400. Et ça, ce sont les historiens américains, je renvoie les gens qui s'intéressent au sujet, et que ça a perduré, mais jusqu'à qu'il n'y ait plus d'Indiens. Parce qu'on peut dire aujourd'hui qu'aux États-Unis, il n'y a pratiquement plus d'autochtones originels indiens. Je veux dire, la proportion est même pas d'1%, je crois. Non. C'était plus pour revenir de la façon dont vont être exterminés les Indiens. Voilà. Alors la principale, alors il y a eu les maladies bien sûr, mais quand même il y a eu un fait qui est intéressant, c'est la façon dont ils vont détruire les bisons. Sachant que les bisons c'était la principale ressource alimentaire des Indiens. Voilà. Pourquoi on détruit les bisons ? Parce que d'une part on a nourri tous ces cow-boys, ces gens qui allaient... Pionniers, et puis c'est au moment où on fait les grands chemins de fer aussi. C'est ça. Donc, ils gênent aussi le chemin de fer, les bisons. Les Indiens aussi. Et les Indiens avec. Et les bisons et les Indiens. Donc après c'est assez connu, hein, tous ces mythes autour de Buffalo Bill, de Wyatt Earp, qui ont été chargés, qui ont passé des contrats avec le gouvernement américain pour exterminer vraiment les bisons. Mais ils ont vraiment été exterminés en très peu de temps. De cette façon, les Indiens, non seulement avec les maladies qu'ont ramené les Européens, avec les bonnes couvertures qu'on leur a données. Les bonnes couvertures pour essayer de leur apporter quelques maladies plus facilement. Comme la variole. La variole, c'est la variole qui a tué le plus. Voilà, c'est-à-dire on leur a offert à ces pauvres Indiens qu'on repoussait de plus en plus dans des territoires infâmes. Pour que ça aille plus vite, on leur a donné pour les enfants des bonnes couvertures contaminées à la variole. Sachant que chez un Indien, parce que il y a également des maladies qui sont plus néfastes pour certaines races, faut le dire, quoi. Comme nous, par exemple, blancs, le paludisme, on le supporte moins bien qu'un Africain. Eux, les Indiens, s'ils ont la variole, ils sont morts. Donc autant leur donner des couvertures contaminées à la variole. Et donc, Buffalo Bill et puis bien d'autres, hein, de toute façon. Buffalo Bill, c'est lui qui a été le principal instigateur des méchants Indiens contre les gentils cow-boys. Les gentils cow-boys, les bons blancs. Oui. Et il a quand même créé un espèce de cirque. Et son show s'appelait le Wild West Show, ouais. Et qui est parti en Europe pour représenter un peu ça. Donc c'est la première forme de propagande où on distillait ce fait que les Indiens sont méchants, ils voulaient tuer les Blancs,
et que les Blancs, le pauvre, ils étaient obligés de réagir, obligés de se défendre, et obligés de massacrer les Indiens. C'était plus pour revenir sur Wounded Knee, alors c'est compliqué, Wounded Knee, je sais pas, c'est un peu compliqué à dire. Alors 1890, c'est un peu, ça symbolise un peu tout ce qui s'est passé un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait commencé à parquer tous les Indiens dans des réserves, d'accord. Et un jour, les Américains décident de les redéplacer. Vous allez là. Donc ils s'y rendent, ils les mettent alignés les uns les autres. Ça commence un peu à dégénérer. Et il y a un Indien qui aurait tiré sur un membre de l'armée. Non, il a refusé de se faire désarmer. Voilà. Donc il a un coup de feu qui serait parti. Alors il faut quand même noter, quand même une chose. Je fais juste où on voit le suprématisme américain, c'est qu'il faut savoir que dans la Constitution américaine, le droit de porter une arme est reconnu à cette époque-là à tout le monde. Voilà. Donc ceux qui faisaient partie de la race supérieure. Voilà. Oui, non, mais les Indiens n'ont jamais été reconnus en tant que l'Indien, il fait ni plus ni moins qu'appliquer la loi. Il refuse de donner son arme. Et il y a une échauffourée à ce moment-là. Un coup de feu part. Et c'est là ça va être la motivation, entre guillemets, pour tuer, pour massacrer 300 Sioux, que ce soit des femmes, des enfants. Et il y avait très peu de guerriers en plus. Ouais, il n'y avait pas de guerriers, avec des vieux, des femmes, des enfants à la mitrailleuse. Donc voilà, on a aligné les gens, puis on les a mitraillés d'une façon un peu... Sur des kilomètres, on a retrouvé donc des Indiens. Alors ils disent qu'il y a eu des Américains qui sont morts dans cette action-là. Une enquête ultérieure a défini qu'en fait ce sont les Américains qui se sont tués entre eux tellement, voilà, ils se sont tués entre eux, ils ont tellement arrosé. Alors je pense quand même que pour en arriver à tirer, je sais plus comment ça s'appelait, comment le nom de ces mitrailleuses américaines là qui tournaient là. Je veux dire, arroser un peuple à la mitrailleuse et avec une telle haine qu'ils arrivent eux-mêmes à s'entretuer, c'est quand même un événement qui devrait poser question pour des gens qui veulent se prétendre les envoyés d'un monde meilleur, quoi. Hein. Alors donc, suite à ça, en fait, rien ne va se passer concrètement pour les Indiens. Tout le monde un peu s'en fiche de ce qui s'est passé. Et l'Indian Removal Act, c'est-à-dire le fait on légifère sur le fait que les Indiens n'ont plus le droit d'avoir des terres. Ils sont obligés d'être parqués dans des réserves. Ils n'ont même plus le droit de sortir pour se nourrir correctement. C'est-à-dire qu'on va les nourrir entre guillemets comme on peut. C'est là où on va s'il y a besoin de leur donner une petite couverture parce qu'ils ont froid l'hiver. On va s'en occuper. Voilà. Et tout ça, ça va amener en fait petit à petit à l'extermination, à l'extinction complète des Indiens. Alors il reste encore des Indiens. Il y a les célèbres quand on voit à la télé des fois où c'est les Indiens qui possèdent les grands casinos dans des endroits. Bon. Ouais. C'est joli, c'est beau, mais ça ramènera pas toute cette destruction culturelle qui s'est passée au 19e siècle. C'est juste pour expliquer qu'en 1787, quand va être faite la première constitution américaine, dans cette constitution, il y avait écrit que les Indiens ne faisaient pas partie de citoyens américains. C'est-à-dire que dans cette constitution, en fait, pour être clair, à travers les différentes États, pour pouvoir avoir le droit de vote, on compte le nombre d'habitants qui va permettre de définir le nombre de députés, de sièges qui vont siéger au Congrès. Voilà. Donc, par contre, dans le décompte, on ne compte pas les Indiens et les Noirs. Les Noirs, ils sont comptés, mais ils comptent comme 3/5 d'un blanc. Ça veut dire, bien sûr, ils n'ont pas le droit de vote, mais ces 3/5 vont permettre aux propriétaires du noir d'avoir des voix. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que plus vous êtes propriétaire d'esclaves, et plus vous représentez un nombre de voix. Voilà, c'est-à-dire 3/5, c'est pas compliqué. Si vous avez 500 noirs, vous avez 300 voix. Si vous avez 500 esclaves, vous avez 300 voix. Donc c'est dans le décompte, ils comptent comme 300 personnes, ils comptent comme 500 personnes. Voilà, mais c'est le propriétaire qui a les droits de vote. Alors pour une démocratie qui se voulait universaliste et humaniste, il y a quand même, on se rend compte qu'il y a quand même quelques bugs qui permettent de dire que Disons que, sachant que la déclaration, de toute façon, la déclaration américaine, comme la déclaration des droits de l'homme en France, comme celle qu'on présentera à l'ONU, etc., on connaît l'histoire, c'est tous les hommes naissent égaux en droit. Voilà, c'est écrit
c'est la pierre d'achoppement, et de toute façon, bon, il n'y a pas de mystère, ça a été élaboré dans les loges maçonniques, c'était la République universelle, c'est donc pour ça qu'on retrouve ça aux États-Unis, etc. C'est une pâle copie, si j'ai bonne mémoire, des rouleaux de Cyrus qui datent de quelques siècles avant Jésus-Christ, ce qui est pitoyable, quoi. On retrouve de toute façon cette déclaration des droits de l'homme, on la retrouve dans le droit romain également, dans le droit justinien, donc rien de neuf sur la planète, à une seule différence, c'est que aujourd'hui on la met au frontispice, mais avec quelques abstractions honteuses, on dira. Les États-Unis sont le premier pays bâti sur l'apartheid et la ségrégation raciale. Selon des chiffres publiés récemment à propos de la condition actuelle des Indiens parqués dans des réserves, ces derniers ont 770% de risque en plus de mourir d'alcoolisme, 665% de risque en plus de mourir de tuberculose, 420% de risque en plus de mourir de diabète, 220% de risque en plus de mourir d'accident, 52% de risque en plus de mourir de pneumonie et de grippe. Quelques personnes à Hollywood ont tenté d'inverser la propagande des films des années 60 montrant les Indiens comme les méchants. La réhabilitation des Indiens d'Amérique ne viendra certainement jamais, et leur extermination, ainsi que d'autres faits historiques que nous verrons par ailleurs, montrent les racines profondes des États-Unis.